Bon retour, accro de Shadow. La dernière fois, notre bug ambulant sous forme humaine est enfin sorti de l'invisibilité, a balayé une escouade entière du gouvernement comme s'il s'agissait de mobs de tutoriel, puis est apparu devant Chichi comme s'il assistait à une réunion d'affaires, pas à un massacre. Alice pensait recruter un monstre. Il s'avère qu'elle a simplement invité le prédateur dans sa guilde. Et avant de plonger. Bonne année à tous. Nouvelle année, nouvel épisode, et oui, Shadow continue de ne rien résoudre, sauf des gens. Mais l'épisode d'aujourd'hui, c'est celui où les accords deviennent des pièges, l'admiration se transforme en obsession, et une collaboration amicale dégénère en une leçon que personne ne survit à apprendre. Alors installez-vous, prenez vos snacks parce qu'une fois que Kai commence à bouger ce soir, il n'y a pas de retour en arrière possible. Commençons. Après avoir tué tout le groupe du gouvernement, Kai se présenta à Chichi et à ses hommes. Les yeux de Chichi se transformèrent littéralement en feux d'artifice en forme de cœur desquels le vit bouger. Pas des feux d'artifice waouh, il est fort plutôt du genre je trahirais toute ma personnalité pour cet homme. Elle rougit, elle trembla, et ses émotions coururent bien plus vite que son bon sens, comme un enfant la veille de Noël. Pour elle, il n'était pas seulement cool. Il était le genre de cool qui fait oublier toute morale et pousse à tout faire pour l'obtenir. Mais quand elle réalisa que Shadow venait de Daxia, elle ne ressentit pas d'indignation patriotique, elle ressentit une tragédie personnelle. Elle se mit réellement à pleurer, appelant ça un gâchis, comme si l'univers avait accidentellement envoyé un chef-d'œuvre dans le mauvais musée. Et comme son cerveau fonctionnait clairement à base de drame et de délire, elle maudit Daxia lui-même, se plaignant qu'un pays pareil ne méritait pas un monstre aussi magnifique. Ses subordonnés, pendant ce temps, ne pleuraient pas, ils faisaient des calculs, les mains tremblantes. Plus de 40 000 dégâts. Sans accumulation. Sans préparation. Juste un coup net et tout un ego réduit en miettes. Il fixait Kai comme s'il venait de voir le numéro 1 mondial cligner des yeux et effacer un bâtiment. Instantanément, ils se ruèrent pour le saluer, trébuchant sur leur propre respect. Et Shadow récompensa ce salut par 2 cadavres. Il bougea comme le tonnerre, et les 2 hommes tombèrent si vite que leurs cerveaux n'eurent même pas le temps de déposer une plainte. Leurs corps se dissolvèrent en orbes de durée de vie, flottant là comme la forme de monnaie la plus répugnante du monde. Le visage de Shadow ne changea pas. Il ne sourit pas. Il ne se vanta pas. Il déclara simplement, calmement, qu'il ne comprenait pas ce qu'il disait, mais qu'il supposait que c'était une insulte. Parce que pourquoi pas. L'expression de Chichi passa de l'admiration au choc. Elle se hâta d'expliquer qu'il le saluait simplement, qu'il ne se moquait pas de lui, et Shadow passa aussitôt en mode innocent en s'excusant comme un gentleman qui n'avait pas transformé 2 personnes en paillettes quelques secondes plus tôt. Puis, avec le même calme glacial, il suggéra que tout le monde devrait parler la langue de Daxia ici, vous savez, pour éviter les malentendus. Ce qui était une manière élégante de dire, parle mal, meurs vite. Cela réglé, il décida que le moment de l'échange était enfin arrivé, mais avant de parler affaires, il lui dit de mettre des vêtements. Elle gloussa, se couvrit, et eut quand même l'audace de demander la tête de Kai comme si elle commandait un dessert. Au fond, elle trouvait Shadow bizarre, mais cela ne faisait que le rendre plus attirant à ses yeux, parce que cette femme collectionnait clairement les drapeaux rouges comme des trophées. Shadow confirma nonchalamment qu'il avait bien la tête de Kai. Pas dans le jeu. Il ne pouvait pas l'y apporter, mais si elle voulait une preuve, il pouvait la lui montrer dans la vraie vie. Et comme ça, elle le crut. Pas parce qu'elle était intelligente, parce qu'elle avait déjà vu sa puissance, et quand quelqu'un peut effacer des gens d'un simple pas, on ne demande pas vraiment de reçu. Elle accepta l'accord, ouvrit la fenêtre du système et entra la quantité de durée de vie pour la transaction. Le système la traita. Puis un message apparut, rappel, like et abonne-toi. Un peu étrange. Elle l'ignora mais vous, pas besoin. Bref, continuons. Shadow repartit avec 1500 jours de durée de vie échangeable comme s'il encaissait un loyer. Puis il se retourna pour partir. Elle l'arrêta immédiatement. Souriant doucement, elle lui proposa une collaboration à long terme. Le classique « tu as les compétences, j'ai l'argent »,
ruinons des vies ensemble. Elle dit qu'elle avait déjà une nouvelle cible d'assassinat, et s'il était intéressé, elle l'invita chez elle ce soir-là même. Langue sortie. Visage rouge. Agissant comme si elle flirtait plutôt que de recruter une catastrophe humaine. La curiosité de Shadow vacilla. Il demanda qui était la cible et quelle serait la récompense parce que même lui, l'apocalypse ambulante, respectait encore les bonnes affaires. Mais elle esquiva la réponse, se déconnecta en plein milieu de la conversation et lui dit qu'ils en parleraient en personne. Le paiement serait plusieurs fois supérieur à celui d'aujourd'hui, promit elle, et elle l'attendrait au port de Magic City. C'est à ce moment-là que l'expression de Kai s'affûta enfin. Parce que attendre au port signifiait son yacht. Et pendant qu'elle gloussait en préparant ses plans de séduction, non loin de la statue, à l'extérieur, Tian Xingyan maudissait déjà Shadow comme un homme essayant de contenir sa tension artérielle par la seule force de la haine. Il était furieux, parce qu'il savait que Shadow finirait par trahir les autorités, mais intérieurement, il reconnaissait la situation comme un succès tordu. Shishi s'était allié à Shadow. Ce qui signifiait qu'il pouvait obtenir la récompense de Shishi. Et je pense que nous savons tous ce que sera cette récompense. Bref, il cria que ces officiers qui répétaient sans cesse que Shadow coopérait avec les autorités de la ville devaient faire une déclaration et tout expliquer. Parce que s'ils travaillaient pour eux, pourquoi les tuaient-ils maintenant? Il ordonna ensuite à l'Inquinju de collecter d'abord la durée de vie parce que l'action approchait, et il voulait des ressources prêtes avant que la prochaine catastrophe ne commence à respirer. L'Inquinju, la femme aux cheveux blancs connue en jeu sous le nom de Night Drizzle, hocha calmement la tête, mais son esprit s'aiguisait déjà en quelque chose de plus froid. Si Shadow s'était vraiment allié à la Deux Piques, alors il devait être éliminé. Même si cela signifiait mourir. Même si cela impliquait de tout sacrifier. Elle fixa sa propre main comme si elle mesurait sa valeur face à son ombre, et réalisa qu'elle ne pouvait même pas distinguer sa silhouette avant que tout ne s'achève. Des heures plus tard, minuit engloutit la ville, et un homme encapuchonné arriva sur le yacht de Shishi. Il se présenta comme Shadow. Les gardes le reconnurent instantanément, et soudain le yacht ne fut plus seulement un jouet de luxe, c'était un piège en mouvement. Ils lui dirent qu'ils l'attendaient et l'invitèrent à monter à bord, prêt à prendre le large. Shadow ne dit pas grand-chose. Il monta. Le yacht s'éloigna en mer, loin des villes, loin des témoins, loin de quiconque pourrait crier assez fort pour que ça compte. Puis, comme si la nuit elle-même versait du parfum, Shishi apparut avec du vin. Robe rouge. Sourire élégant. Un verre tendu comme une poignée de main faite de poison. Elle commenta qu'il était agréable de se rencontrer enfin, le taquinant sur son mystère persistant dans la vraie vie. Shadow ignora la séduction et alla droit au but, demandant qui elle voulait voir mourir. Elle fit la moue et littéralement vexée qu'il ose la traiter comme une cliente plutôt que comme une déesse. Avec un sourire malicieux, elle lui dit qu'aller droit aux affaires n'avait rien d'amusant. C'était une belle nuit, dit-elle. Une compagnie agréable. Les choses ennuyeuses pouvaient attendre. À la place, elle proposa un toast pour célébrer la charmante soirée qu'ils passaient ensemble. Shadow prit le verre. But immédiatement. Sans hésitation. Et la confiance de Shishi gonfla comme un ballon prêt à éclater, parce que le vin n'était pas qu'un simple vin. C'était sa recette spéciale. Le genre qui rend les gens obéissants. Le genre qui transforme les hommes puissants en jouets. Elle s'assit près de lui, s'accrochant à son bras, lui demandant s'il sentait déjà les effets. Et dans sa tête, elle célébrait comme si elle venait de vaincre le boss final de la masculinité. Même Shadow, pensait-elle, n'était qu'un homme. Puis elle se pencha davantage, l'excitation montant, et commença à expliquer son petit plan. Au moment culminant, elle soulèverait sa capuche et verrait enfin son visage. Elle était certaine qu'il devait être incroyablement beau. Mais pour l'instant, le mystère rendait tout cela encore meilleur. Et elle ne s'arrêta pas là, émerveillée que Daxia ait produit quelqu'un comme lui. La chaleur la submergea, ce vertige où l'ego et l'obsession se mêlaient en quelque chose de stupide. Elle voulait plus de sensations, alors elle l'encouragea, criant qu'elle était prête. L'univers avait des plans incroyables pour eux. Shadow paniqua.
La recette spéciale de Chichi montrait peut-être ses effets. Il commença à rougir sous la capuche. Il n'était pas habitué à ce genre de moment. Puis l'univers lui prouva qu'elle avait tort. Soudain, des flammes vertes jaillirent du corps de Shadow. Pas de chaleur. Pas de passion. Du feu. Chichi hurla lorsque les flammes la dévorèrent, le moment basculant du plaisir à l'horreur si vite que son cerveau n'eut même pas le temps de faire la transition. Elle fixa le vide, ressentant la chaleur brûlante et pensant est-ce du feu, comme si elle venait tout juste de découvrir ce que mourir signifiait. Et à cet instant précis, quelqu'un apparut à ses côtés et arracha le pendentif de son cou. Un pendentif de cristal protecteur en or, accessoire universel. Un shield de haut niveau contre la mort, accordant une couche d'immunité aux dégâts toutes les 300 secondes. Il lui avait sauvé la vie. Et la personne qui le tenait, c'était Kai. La même personne qu'elle avait ordonné de tuer et qu'elle croyait déjà morte. Vivant. Debout là, avec une aura étouffante et des yeux assez tranchants pour découper les excuses. L'esprit de Chichi court-circuita. Shadow l'avait tué. Alors pourquoi était-il ici? C'est là que Kai décida d'expliquer l'évidence et révéla enfin la vérité. Il n'y avait qu'une seule raison, bien sûr, il était Shadow. Chichi recula en titubant loin de l'homme encapuchonné sur le canapé, les yeux écarquillés de terreur, parce que le Shadow avec lequel elle flirtait n'était pas Shadow du tout. Mais alors, qui était-ce? C'était un fidèle adepte. Une marionnette invoquée. Et la marionnette semblait étrangement satisfaite d'elle-même, parce qu'apparemment elle avait un peu trop apprécié la soirée. L'arrogance de Chichi vola en éclats. Elle tomba à genoux, fracassa son front contre le sol, supplia pour sa vie, jura qu'elle avait eu tort. Elle offrit toute sa durée de vie, promit l'esclavage, promit n'importe quoi. Elle lui dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait d'elle, parce que la survie devint soudain la seule religion à laquelle elle croyait encore. Kai ne se souciait pas de son désespoir. Il posa une seule question. Où étaient les 5 étrangers qui étaient avec elle? Des larmes coulèrent sur son visage et elle, sans dignité, sans fierté, se mit à aboyer comme un chien, l'appelant par des noms et lui disant qu'elle lui dirait tout s'il la laissait partir en échange de l'information. Kai ne la laissa même pas finir sa phrase. Il lui brisa la nuque. Simple. Efficace. Comme fermer un livre. Alors que son corps se tordait, il prit son téléphone et vérifia la situation, pour réaliser que les 5 hommes n'étaient pas sur le yacht. Quel dommage. Il voulait les attraper tous en une fois. Malgré tout, il récupéra la récompense 659 années de durée de vie échangeable puis passa à l'étape 2. Il utilisa son téléphone pour appeler les autorités. Non loin de là, des bateaux de police fendirent l'eau en direction du yacht. Une affaire de meurtre à grande échelle avait été signalée. L'une des victimes était l'héritière liée au président du groupe Kian. Et selon l'informateur, les méthodes du tueur correspondaient presque parfaitement aux capacités de Shadow. L'équipe d'enquête fut donc déployée instantanément. Et à bord se trouvait Tian Xingyan, assez furieux pour mâcher de l'acier. À ses yeux, Shadow n'était pas seulement un criminel, c'était un justicier. Un homme qui traitait la loi comme optionnelle. Mais encore une fois, dans son esprit, Tian Xingyan jura vengeance pour Chichi, promettant que dès qu'il confirmerait la position de Shadow avec des compétences de recherche, ils ouvriraient le feu à pleine puissance et l'effaceraient complètement. Les bateaux encerclèrent le yacht en quelques secondes. Ils trouvèrent le corps de Chichi. L'examen préliminaire montra une nuque brisée. Il y avait des traces de brûlure. Il y avait de l'ADN. Des preuves d'humiliation empilées sur le meurtre, et Tian Xingyan vibrait littéralement de rage, maudissant Shadow non seulement pour avoir tué, mais pour avoir profané. Puis il posa une main sur son corps. Dernier mot du défunt. 5 minutes de localisation du tueur. Il jura d'amener le coupable devant la justice. Et au moment où la localisation apparut, ses yeux s'écarquillèrent. Shadow était encore là. Tian Xingyan sortit son pistolet, cria à tout le monde d'être prudent et ordonna une attaque totale vers 6 heures. Mais avant même de pouvoir se retourner, un dard venimeux lui perça la tête. Il s'effondra mort à côté de Chichi,
comme un point final à sa propre promesse. Le choc frappa l'équipe. L'Inkinju ne perdit pas son sang-froid. La détermination durcit son visage lorsqu'elle invoqua un bouclier de groupe et ouvrit le feu, accusant Shadow d'avoir tué l'enquêteur et exigeant de savoir s'il déclarait la guerre aux autorités. Et Shadow, toujours aussi calme, leur dit de ne pas paniquer. Il déclara que Tian Xingyang était un traître. Qu'il divulguait des informations officielles à Shishi en échange d'avantages. Les preuves, affirma Shadow, se trouvaient sur son téléphone. Il pouvait enquêter autant qu'il le voulait. Alors ils le firent. Un officier ouvrit le téléphone et confirma des historiques de communication entre l'enquêteur et Shishi. Puis la révélation tomba comme une gifle. Shishi n'était pas seulement une héritière corrompue dans la vraie vie. Elle était aussi là de pique dans le jeu. L'Inkinju n'y crut pas. Elle exigea de le voir elle-même. Elle attrapa le téléphone. Et l'officier paniqua, lui disant d'attendre. Maintenant elle était confuse. Pourquoi ne pouvait-elle pas voir? Puis elle ouvrit la galerie. Et vit une photo de Tian Xingyang et Shishi en train de s'embrasser. Son visage devint immédiatement rouge vif. Elle continua de faire défiler et vit d'autres photos privées, des vidéos, assez pour donner envie à un officier discipliné de s'évaporer sur place. L'officier lui rappela nerveusement qu'il l'avait prévenu. Mais l'embarras n'avait plus d'importance. Parce que Shadow avait raison. Tout avait maintenant du sens. L'Inkinju comprit enfin la stratégie cauchemardesque derrière tout ça. Les précédentes exécutions en jeu n'étaient pas de vraies mises à mort, c'était du théâtre. Shadow avait tout mis en scène et les avait tués devant Shishi juste pour gagner sa confiance, la localiser dans la vraie vie et l'éliminer hors du système. Puis il avait informé les autorités, attiré l'enquêteur traître au grand jour et l'avait effacé lui aussi. Un seul mouvement. 2 problèmes majeurs réglés. L'officier demanda à l'Inkinju pourquoi elle fixait les photos avec autant d'intensité, et elle revint à la réalité avec une prise de conscience glaciale. Shadow n'était pas seulement fort, il était terrifiant. S'il devenait un jour hostile envers les autorités, les conséquences seraient inimaginables. Et puis elle se souvint de quelque chose de pire. Elle lui avait tiré dessus plus tôt. Peut-être qu'il s'en fichait. Peut-être qu'il ne garderait pas rancune. Mais peut-être n'était pas quelque chose sur lequel elle voulait miser sa vie. Alors, avec une expression reconnaissante, elle le remercia et s'excusa, puis se tira immédiatement une balle dans la jambe. Les soldats paniquèrent, se précipitant pour arrêter l'hémorragie, mais elle leur dit de ne pas s'inquiéter. En larmes, elle expliqua qu'elle payait sa dette pour avoir tiré sur Shadow, le suppliant de continuer à coopérer avec les autorités. Un officier à proximité tenta de l'aider à se relever, insistant qu'elle n'avait pas besoin d'aller aussi loin. L'Inkinju n'était pas d'accord. Il ne connaissait pas la personnalité de Shadow, dit-elle. Mieux valait être prudent que désolé. Et depuis l'invisibilité, Kai observa toute la scène, reconnaissant Night Drizzle dans la vraie vie. Ce tir auto-infligé n'était pas une faiblesse, c'était de la survie politique. Le genre de prudence impitoyable qui fait des leaders. Bon choix, murmura-t-il. Au même moment, de retour dans le jeu près des ruines, des monstres apparurent à proximité et un utilisateur de bouclier combattait en criant à Yuna de le soigner. Elle leva son bâton, activa le sort de soin. Et soigna le monstre à la place. Le monstre mordit son allié. Un autre monstre le dévora. Et Yuna resta là, gérant par accident un programme de santé gratuit pour l'équipe ennemie. Ils moururent. Encore. Ressuscitèrent encore. Yuna pleura, confuse, jurant qu'elle n'avait même vu personne attaquer. Naturellement, elle accusa Shadow, supposant qu'il la chassait parce qu'elle voulait se venger de Félix. Et c'est là que la réalité la frappa. Ou quelqu'un de réel, par exemple, son coéquipier. L'insultant et lui demandant pourquoi Shadow perdrait son temps avec elle. Ils lui dirent la vérité, ils avaient été anéantis par le boss platine l'assassin sans tête Xiaoluo et si elle avait simplement jeté un œil aux notifications du système, elle l'aurait su. Yuna resta assise là avec une bosse sur la tête, tandis que l'homme expliquait que le boss avait été provoqué par son soin mal lancé. Puis il jura quelque chose de sacré.
Si le chef de guilde la remettait un jour dans son groupe, il quitterait immédiatement. Et pile à ce moment-là, le boss descendit près d'eux. Une aura étrange s'en dégageait, comme la mort en train de respirer. L'homme paniqua, tourna le dos à Yuna et s'enfuit comme un coéquipier loyal qui se souvenait soudain d'un rendez-vous urgent très loin. Le boss les avait suivis. Les yeux de Yuna s'écarquillèrent. C'était mauvais. Et pendant qu'elle réalisait qu'elle était peut-être la soigneuse la moins fiable de l'univers, quelque part en ville, un manoir trembla de fureur. Une femme aux cheveux rouges criait dans son téléphone, traitant les officiers à l'autre bout d'inutiles. C'était l'occasion parfaite de tuer Shadow, et il reculait. Elle se fichait des excuses. Shadow avait massacré tout son clan Dongfang. Leur sang ne devait pas être gaspillé. Des années d'infiltration dans le gouvernement ne signifiaient rien s'ils échouaient au moment crucial. Elle exigea que, quel qu'en soit le prix, Shadow paie. Elle lui rappela que Shadow avait tué son beau-père et lui demanda pourquoi il hésitait. À côté d'elle se tenait un garçon tenant un fouet, et derrière lui, une femme blessée observait, ses yeux brillant d'une confiance cruelle, comme si cette famille était alimentée par la haine plutôt que par l'amour. Le garçon parla enfin. Il dit à sa mère qu'il avait un plan pour tuer Shadow. Sa colère se mua en curiosité. Elle demanda lequel puis lui rappela le problème évident, le jeu maudit n'autorisait que les adultes de plus de 18 ans, et il ne pouvait toujours pas y entrer. Et c'est alors que les yeux du garçon brillèrent d'un rouge assuré, parce qu'il n'avait pas besoin d'entrer dans le jeu pour tendre un piège. Puisque Shadow traitait apparemment la violence comme un hobby, son plan était simple, l'appâter, le guider, et l'enterrer dans un spectacle. Il enverrait des gens provoquer l'ours. Pas de vraies menaces, juste des sacrifices bruyants avec assez d'ego pour attirer l'attention de Shadow. Puis, une fois que Shadow apparaîtrait pour résoudre le problème comme il le faisait toujours, il le conduirait dans l'usine de feux d'artifice de son père. Tout serait déjà prêt et câblé, mis en scène, préparé comme un mariage, sauf que la mariée serait une explosion, et le marié, la mort. Des dizaines de milliers de feux d'artifice s'embraseraient en même temps, transformant le ciel en un cercueil arc-en-ciel hurlant. Un bûcher funéraire si bruyant que le monde entier entendrait Shadow mourir, et si lumineux que tout le monde serait forcé de regarder. Et si, par miracle, cela échouait, il haussa les épaules, même l'échec avait du style. Pas de traces. Pas de preuves. Aucun moyen pour Shadow de remonter jusqu'à eux. Un plan de meurtre avec un bouton se désabonner. Le sourire de sa mère s'étira lentement, fier d'une manière que seuls les méchants peuvent être fiers. Elle le regarda comme pour dire « Waouh, on a vraiment élevé un problème ». Puis elle tourna la tête vers le téléphone et lâcha une insulte qui n'avait même pas besoin de volume, disant que son fils était plus utile que lui. Le mari ne broncha pas. Il ne protesta pas. Il se contenta de la prévenir de rester discrète, parce qu'officiellement les autorités voulaient encore recruter Shadow, pas le faire rôtir vivant comme un barbecue. Et de toute façon, son frère aîné ne soutiendrait pas ça. Ni le premier frère, ni le second. Ils appelleraient ça de l'inconscience. Ils appelleraient ça stupide. Elle l'entendit. Puis elle mit fin à l'appel quand même. Parce que quand une femme comme elle dit « je m'en occupe moi-même », ce qu'elle veut vraiment dire, c'est « je vais en faire le problème de tout le monde ». Elle s'approcha du garçon, son regard glissant sur la femme ligotée à proximité comme si elle inspectait un jouet cassé, et lui demanda pourquoi elle refusait toujours de donner sa durée de vie. Son expression s'adoucit en quelque chose de presque timide, et il s'excusa en touchant sa joue, rougissant en admettant qu'il avait perdu le contrôle un instant. Il l'avait tué accidentellement. Et cette petite confession resta suspendue dans l'air comme de la fumée parce que pour cette famille, tuer accidentellement ne s'accompagnait pas de culpabilité. Juste d'un haussement d'épaule embarrassé, comme renverser du jus sur le tapis. Pendant que ce manoir continuait son petit cauchemar douillet, le jeu maudit se transformait en abattoir. Dans les ruines de Magic City, le boss qui poursuivait Yuna et son ami ne poursuivait plus. Il arriva. Au moment même où il pensait s'échapper, il bougea comme le tonnerre, et toutes les vies s'éteignirent avant que la peur ne devienne un cri. Un coup, beaucoup de cadavres, silence instantané et puis leurs corps se dissolvèrent en orbes de durée de vie, flottant là comme la preuve que le jeu se moquait des sentiments de chacun.
Les joueurs à proximité réagirent immédiatement, pointant du doigt, criant, essayant de comprendre quel monstre invisible pouvait effacer des gens comme ça. Et comme les cerveaux humains adorent l'explication la plus simple, tout le monde arriva à la même conclusion en un temps record, c'était Shadow. Bien sûr que c'était lui. Sauf que l'univers n'avait pas fini de les humilier, parce qu'avant que quiconque puisse reprendre son souffle, le boss attaqua encore. D'autres corps tombèrent. D'autres orbes s'élevèrent. Et soudain les ruines ressemblaient à un verger maudit dont le seul fruit était la durée de vie des autres. Les joueurs restants n'enquêtèrent pas. Ils ne vérifièrent pas. Ils fuirent. Et en fuyant, ils propagèrent l'histoire comme un incendie. Shadow était devenu fou. Shadow massacrait des innocents. Shadow était partout. Pendant ce temps, Shadow alias Kai faisait quelque chose de complètement différent. Il se tenait au-dessus de la mer, sifflotant comme un touriste en croisière panoramique, loin de la ville, loin du drame, et décida que c'était l'endroit parfait pour matérialiser une planque. Le système lui demanda s'il voulait dépenser 1315,2 années de durée de vie pour extraire la terre de purification unique, une structure souterraine dans le monde réel. Il exigeait un emplacement marqué. Puis il émit l'avertissement avec ce ton calme et poli du système qui se traduit grosso modo par « Tout ce qui se trouve sur le chemin sera effacé de l'existence ». Confirmé ? Kai regarda la mer confirmée. Un cercle magique apparut sous l'eau, brillant comme si le monde allait ouvrir la bouche. Puis la mer se sépara littéralement en deux, comme si la réalité elle-même s'écartait par respect. Et ainsi, la terre de purification unique s'éleva dans le monde réel propre, intacte, extraite comme un coffre au trésor tiré du sous-sol de l'univers. Kai observa la scène avec une expression sereine, parce que quand quelqu'un dépense plus de 1000 ans de durée de vie comme de la monnaie de poche, il n'applaudit pas, il passe simplement à autre chose. Une fois cela fait, il décida qu'il était temps de chercher le livre divin. Lorsqu'il se reconnecta au jeu, Darius le contacta immédiatement, visiblement agacé et aussi légèrement terrifié. Quelqu'un avait signalé Shadow pour avoir massacré des joueurs sans distinction mais Darius savait déjà que ce ne pouvait pas être lui, parce que Shadow n'était même pas en ligne. Alors Darius enquêta, et la vérité éclata, ce n'était pas Shadow. C'était un boss de rang platine. L'assassin sans tête Chialuo. Un niveau de furtivité si absurde que personne ne pouvait l'avoir. Et comme personne ne pouvait voir le tueur, tout le monde blâma le seul gars spécialisé dans apparaître de nulle part. Darius demanda à Kai s'il pouvait s'en occuper. De retour dans les ruines, le boss continuait de faire le ménage. Des orbes de durée de vie partout. Des joueurs mourant si vite qu'ils n'avaient même pas le temps de laisser des messages rageurs. Ankan se cachait derrière des gravats, transpirant, parce que même son anti-furtivité de niveau 3 ne pouvait pas la détecter. La dernière fois, la Sainte de Fer avait été éclipsée par Shadow, et cela le dérangeait encore. Alors naturellement, il tenta de regagner sa fierté en fanfaronnant en souriant avec confiance et affirmant que le seul problème était qu'il ne pouvait pas voir le boss. S'il le pouvait, il la contiendrait lui-même. Il déclara même que même si Shadow apparaissait, il serait impuissant face à cet assassin sans tête. Xiaotu, paniquant comme la seule personne censée du groupe, le supplia de baisser la voix pour ne pas attirer la mort comme à une séance de dédicace. Puis elle suggéra de se déplacer vers un terrain plus élevé pour mieux voir. Ankan commença à se faufiler, et marcha sur une peau de banane. Oui, une peau de banane. Il glissa. Et au moment où il commençait à maudire celui qui l'avait jeté, avant même de finir sa phrase, le boss bougea comme le tonnerre et trancha Xiaotu et un autre subordonné proprement en deux. Transformèrent en orbes de durée de vie dans le même battement de cœur. Et Ankan, le grande gueule, survécut uniquement parce que son pied l'avait trahi au moment parfait. Il fixa la scène, choqué, réalisant que tous les autres avaient disparu. Mais il ne pleura pas. Il attrapa une orbe. Parce que bien sûr qu'il le fit. Puis il se retourna et vit le boss. Son bras se leva. Et au lieu de la peur, Ankan décida de la défier comme un homme auditionnant pour ses propres funérailles. Il cria qu'il n'avait pas peur. Le boss se prépara à frapper. Alors Ankan roula. La panique frappa immédiatement,
car il réalisa qu'il avait gaspillé son esquive. Et comme la peur pousse à faire du cardio stupide, il continua à rouler. Encore et encore, sans s'arrêter, tournant autour du boss comme une boule humaine, attendant le coup qui ne venait pas encore. Ses yeux s'écarquillèrent de confusion. Pourquoi n'attaquait-elle pas? Que attendait-elle? Il roula tellement qu'il eut le vertige. Puis il s'arrêta. Et le boss disparut. Sa vision se brouilla. Son cerveau tourna. Et juste au moment où il essayait de se réorienter, elle termina sa charge. Frappe anti-furtivité. Le coup frappa en camp étourdi avant qu'il ne puisse rouler à nouveau, et en un instant son corps devint de la durée de vie, comme si le jeu encaissait une dette. Et pendant que le boss était brièvement distrait par son propre carnage, Shadow émergea. Kai apparut au-dessus d'elle comme un cauchemar tombant du plafond, et avec une véritable frappe anti-furtivité, il enfonça sa dague dans son dos avec plus de 28 000 dégâts. C'était si rapide qu'elle n'eut même pas le temps de se retourner, de le sentir, ou même de comprendre qu'elle était déjà morte. Kai cligna des yeux en voyant son nom Xiaoluo presque surpris, comme s'il ne s'attendait pas à ce que le jeu lui envoie quelque chose qui rende enfin les rumeurs vraies. Mais au moment où elle tomba, les conséquences commencèrent à se propager. Quelques minutes plus tôt, les membres de la guilde dans les ruines pointaient du doigt la pauvre Yuna, l'accusant d'avoir mal lancé un sort qui avait activé le boss sans tête. Ils affirmaient que le boss l'avait remarqué, suivi, et même traqué jusqu'au point de résurrection parce qu'apparemment, le talent de cette fille était d'être une balise de catastrophe ambulante. Yuna pleurait, essayant d'expliquer qu'elle ne l'avait jamais voulu. Deux joueurs craquèrent, disant aux chefs de guilde que leurs équipes n'accepteraient jamais quelqu'un comme elle, parce que mourir sans savoir pourquoi n'était pas un défi, c'était une humiliation. Le chef de guilde les fit taire rapidement, leur ordonnant de baisser la voix s'ils ne voulaient pas que le boss les entende se disputer comme des idiots. Puis, avec un regard sérieux, il regarda Yuna et arriva à une conclusion à la fois pratique et cruelle, elle n'était pas faite pour le combat. À partir de maintenant, elle collecterait donc des informations sur les planques. Si elle trouvait une planque de rang or, elle recevrait 3 ans de durée de vie. Rang platine? 10 ans. Et comme ces morts répétées gaspillaient des ressources, il décida qu'elle recevrait désormais 1 an de durée de vie par jour. Une fenêtre du système apparut. Elle reçut 2 jours de durée de vie échangeable, portant son total à un peu plus de 2 jours et quelques heures. Yuna le remercia sincèrement, presque rayonnante de gratitude. Et les autres filles? Elles étaient furieuses. Parce que la jalousie dans le jeu frappe différemment. Elles se convainquirent que tout cela faisait partie du plan de Yuna depuis le début, mourir à répétition, paraître pitoyable, attirer quotidiennement l'attention du chef de guilde. Elles la maudirent, jurant qu'elle ferait pareil, parce qu'apparemment leur stratégie était d'instrumentaliser l'incompétence. Puis de la durée de vie commença à émerger de la zone, et elles remarquèrent quelque chose qui fit s'arrêter tout le groupe. Le nom du boss. Xiaoluo? Le chef de guilde et ses hommes fixèrent, confus, parce que pourquoi le boss partagerait-il le même nom que la soigneuse en larmes? Coïncidence? Malédiction? Blague? Puis le cadavre apparut au sol, et Kai apparut juste après, debout là en silence, regardant le chef de guilde comme s'il était entré dans la mauvaise pièce et avait quand même décidé de la dominer. Les yeux du chef de guilde s'écarquillèrent. Sa mâchoire tomba, et avant que quiconque puisse réfléchir, il fracassa soudain la tête de l'un de ses propres hommes d'un coup furieux comme s'il essayait d'imposer la discipline à l'air lui-même. C'est là que quelque chose tourna mal. Une énergie étrange enveloppa Yuna. L'espace se déforma autour d'elle. L'air ondulait comme si la réalité avait du mal à se charger correctement. Ses yeux s'écarquillèrent, terrifiés, parce que ni elle ni les autres ne comprenaient ce qui se passait. Et le chef de guilde sans perdre une seconde lui donna un énorme coup de pied aux fesses. Fort. Elle vola. Yuna cria à l'aide alors que son corps flottait dans les airs comme si elle avait été marquée par quelque chose de divin et de malveillant. Puis 3 boss sans tête apparurent autour d'elle. L'attention de Kai se fixa immédiatement sur elle. Depuis un coin, Ankan et les autres observaient en panique tandis que la situation dégénérait. 3 boss, puis 4,
puis 5 parce que l'un d'eux fut éliminé instantanément par Shadow dès son apparition. Et enfin, ils comprirent pourquoi ils avaient eu l'impression que le boss était partout auparavant. Il y avait des clones. Yuna pleurait, désespérée, tendant la main en voyant Shadow apparaître. Dans son esprit, c'était le salut. Elle le supplia de la sauver, l'appelant frère Shadow comme si elle n'avait pas envisagé de le trahir auparavant. Ce seul mot frère alluma une rage brûlante dans les yeux de Kai. Parce que venant de sa bouche à elle, il détestait ça. Alors avant même que les boss puissent attaquer, Kai activa son nouveau Shadow Dash. Il se déplaça en un éclair, tranchant à travers les boss sans tête, et découpant Yuna en morceaux également. Elle entra en état de choc en mourant, incapable de comprendre pourquoi Shadow l'avait tuée parce que bien sûr, elle ne le comprit pas. Les gens comme elle ne comprennent jamais les conséquences avant d'être déjà devenus une orbe de durée de vie. Le système récompensa Kai, il avait tué l'assassin sans tête Sharon et Yuna, gagnant une énorme quantité d'expérience, des points d'évolution et 1520 jours de durée de vie échangeables. Des orbes tombèrent du ciel comme une pluie de temps volé. Kai tourna le dos à ses restes et rejeta froidement cela sur la malchance. Puis il utilisa la main cupide pour ramasser le butin, remarquant quelque chose en plus. En plus de la grosse récompense de durée de vie, le boss avait lâché un tas d'orbes lumineuses de la durée de vie non échangeable que le boss avait absorbé d'autres joueurs mais n'avait pas encore digéré. En gros, des portefeuilles volés qui se renversent après la mort du voleur. À ce moment-là, le capitaine Eva et Darius réapparurent comme s'ils étaient des acteurs payés dans la vie de Shadow. Eva le salua avec un sourire, proposant d'acheter les objets s'il n'en avait pas besoin, et Kai, toujours aussi calme, répondit qu'ils arrivaient au moment parfait. Il connaissait un autre endroit avec un butin encore meilleur. Si le prix était bon, il les y emmènerait. Puis il dit à Darius et à ses hommes de venir avec lui, mais Eva ne pouvait pas. Le sourire d'Eva s'effondra. Elle exigea de savoir pourquoi. Et Kai clarifia brutalement et les femmes ne pouvaient pas y aller. Eva se lança immédiatement dans le drame, rougissant, posant, mettant son corps en valeur et l'accusant de discrimination. Avec une fausse tristesse, elle plaisanta en disant qu'elle avait même prévu de le séduire, mais qu'apparemment il n'aimait pas les femmes. Kai lui tapota doucement la tête comme on gronde un chat bruyant et expliqua la raison. À l'extérieur des ruines de la ville du Nord se trouvait une tour de l'autorité divine. Terminer le défi offrait des récompenses précieuses, mais les PNJ à l'intérieur méprisaient les femmes. Si des femmes étaient présentes, la difficulté était multipliée par 10. Eva se détourna, furieuse, déclarant que ces PNJ étaient des déchets sexistes et jurant de les tuer une fois montés en niveau. Puis elle dit à Gabriel Ibarra qu'elles iraient massacrer quelques mobs dans les montagnes pour se défouler. Kai invita l'équipe de Darius, et le système annonça l'invitation de groupe. Le subordonné de Darius devint nerveux première fois à faire équipe avec le grand boss mais Darius le gronda, lui disant que c'était une occasion d'apprendre les mouvements de Shadow. Puis Shadow bougea. Et devint instantanément une silhouette lointaine. Ils paniquèrent, parce qu'il semblait marcher lentement, mais sa vitesse restait supérieure à leur sprint. Ils ne comprenaient même pas comment ils étaient censés apprendre alors que la leçon se déroulait 2 kilomètres devant eux. Ils arrivèrent à la conclusion évidente. Son agilité était ridicule. Pendant qu'il luttait pour respirer, Kai vérifia son inventaire et trouva plus de 20 objets lâchés, dont 2 parfaits pour les assassins. Le premier était la lame d'os de la forêt blanche, une arme d'assassin de rang émeraude, avec une puissance d'attaque absurde, une pénétration d'armure et des bonus de statistiques. Son effet unique doublait la vitesse de déplacement après avoir infligé des dégâts et augmentait l'esquive tant qu'il était actif. En gros, une licence pour devenir intouchable. Kai tira la nouvelle dague et ses yeux s'illuminèrent de joie, parce que sa puissance d'attaque était presque 80% supérieure à celle de son arme précédente. Ce n'était pas juste mieux. C'était un tout autre niveau d'intimidation. Le deuxième objet était une compétence de rang platine, lame de l'ombre. Une frappe condensée d'éléments obscurs sur une cible unique dans un rayon de 20 mètres, avec un bonus d'attaque sombre, capable de dissiper des buffs jusqu'au rang platine. Le temps de recharge avait déjà été réduit, et Kai la regarda en décidant elle n'allait pas rester platine. Il l'évolua.
Brûlant des points d'évolution, il la fit monter de rang comme s'il speedrunait la puissance elle-même de platine à émeraude, puis diamant, puis épique, jusqu'à atteindre finalement le légendaire. Le bonus d'attaque sombre explosa, l'effet de dissipation passa au buff de rang légendaire, et le temps de recharge diminua encore. Puis le nouvel effet légendaire apparut, toucher un point faible rembourse 3 secondes de recharge. Kai tint la compétence améliorée et comprit ce que cela signifiait. S'il frappait régulièrement les points faibles, le temps de recharge effectif tomberait presque à 0. Une compétence qu'il pouvait lancer encore et encore, comme une mitrailleuse faite d'ombre. Il ressentit une véritable joie. Puis il sortit de ses pensées, se retourna, et réalisa que Darius et ses hommes n'étaient toujours pas là. 2 kilomètres derrière lui, ces mêmes hommes haletaient comme des poissons mourants, se plaignant de ne pas pouvoir suivre, et l'un d'eux admit finalement qu'il ne pouvait plus continuer. Darius ne le consola pas. Il l'attrapa par les pieds, et commença à le traîner en avant. Parce qu'apparemment, dans le groupe de Shadow, il n'y avait que 2 options, suivre le rythme, ou être traîné quand même dans la prochaine catastrophe. Et l'épisode se termine ici. J'espère que vous avez apprécié. La prochaine fois, dans la vie de notre assassin préféré, Shadow traîne Darius dans une épreuve divine où les règles vous détestent et l'hésitation est punie, un enfant prépare une tombe de feu d'artifice assez grande pour effacer une légende, et Yuna n'a plus de durée de vie, ce qui signifie que la patience du système est officiellement épuisée. Très bien, accro de Shadow, on reprend exactement ici la prochaine fois.